Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, même si j'en parle pas trop sur les autres plateformes en général. Il s'agit d'un sujet qui est rempli de stigmatisation et qui a longtemps déterminé une espèce de césure, une espèce de séparation entre soi-disant différents types d'autisme. Certaines personnes qui seraient beaucoup plus adaptées dans la société et d'autres qui ne vaudraient pas la peine, bah, on va dire, d'être maintenues en vie, et ça, c'est problématique. Bien entendu, avant de commencer, je tiens à informer que certains propos dans ce podcast seront violents car il s'agit de citations qui seront naturellement à replacer dans leur contexte historique. Par conséquent, aujourd'hui, le titre de cet épisode sera comme un cri du cœur, il faut en finir avec Asperger. Que ce soit le terme Asperger, que ce soit le syndrome d'Asperger, que ce soit ASPI et encore ASPI suprématie, et même tout simplement Hans Asperger dans son contexte historique. Bref, il faut en finir. Ça s'adresse naturellement à toute personne, qu'elle soit autiste ou non, et surtout aux journalistes qui font continuellement une distinction entre les autistes, soi-disant Asperger, et les autres, et souvent désignés simplement comme tels. Nous allons naturellement voir pourquoi en fait, quels ont été les travaux qui ont été précurseurs aux premiers travaux de Hans Asperger dans ce contexte historique, avec naturellement tous les éléments contextuels, qui soient historiques ou actuels. Nous ferons forcément, j'ai pas trop le choix, un détour sur qui était Hans Asperger, quels travaux a-t-il pu faire et quels ont été certains de ses propos, voire certaines de ses actions. Naturellement, ce sera une petite parenthèse. Je ne tiens pas à m'étendre sur le sujet. C'est assez violent et ça me semble assez peu intéressant, sachant que c'est un sujet qui a été traité par de nombreuses personnes que l'on retrouve notamment dans certains livres, dont un dans lequel j'ai certaines citations, qui s'appelle Les enfants d'Asperger, et que je conseille de lire aux personnes qui sont prêtes pour ça. Nous verrons aussi un point qui me semble absolument essentiel, c'est la remise à jour des travaux de Hans Asperger par Lorna Wing dans les années 1980. C'est très important parce que c'est cette remise à jour des travaux de Hans Asperger par Lorna Wing qui vont justement faire en sorte que le syndrome d'Asperger soit nommé de manière officielle et fasse son entrée dans le DSM, donc avec des éléments diagnostiques, et fera face à l'autisme de Kanner parce qu'à l'époque, on considérait que l'autisme selon Kanner et l'autisme selon Asperger n'étaient pas compatibles d'un point de vue diagnostique et donc imposaient deux catégories différentes d'autisme, ce qui n'est naturellement pas le cas. Et je terminerai par une petite parenthèse qui me semble extrêmement importante, car justement c'est une idée un peu trop présente et qui tend à monter, c'est ce que l'on appelle l'aspi suprématie. Commençons par une petite parenthèse qui vient du podcast sur l'histoire de l'autisme et même des ouvrages qui traitent de l'histoire de l'autisme pour l'origine du mot autisme. Le mot autisme, le mot autiste, vient dans une traduction qui pourrait être faite assez proche du mot soi-même. Il fait face en fait à l'auto-érotisme posé par Freud, donc dans la psychanalyse, et c'est Bleuer qui, pour provoquer un petit peu Freud, l'avait nommé ainsi. À l'origine, le mot autisme et le mot autiste était un symptôme de la schizophrénie. Et c'est dans ce sujet-là, dans ce contexte-là, que justement l'autisme avait été traité et avait été mis en avant, étudié, etc. Pour avoir un petit peu plus de détails, retournez écouter l'épisode justement sur l'histoire de l'autisme. Pour les travaux qui ont inspiré Hans Asperger, il y en a un en particulier que je tenais justement à remettre en avant. Ce sont les travaux de Grunia Shukareva, une pédopsychiatre russe qui, en 1926, a décrit ce qu'elle avait nommé la psychopathie schizoïde de l'enfance. Ça avait été décrit comme un trouble de la personnalité qui était caractérisé par un détachement et un désintérêt général omniprésent dans les relations sociales par expression d'un nombre limité d'émotions dans les interactions avec les autres. Et là, c'est vraiment simplifié et raccourci. Mais c'est très intéressant parce que justement, on retrouve ici la base de ce qui avait été décrit par Hans Asperger par la suite. Est-ce que c'est une simple inspiration ou du plagiat? On ne posera pas l'idée. Peu importe. Posons rapidement quelques éléments contextuels. Hans Asperger était un médecin autrichien. Il a commencé à exercer bien avant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Il a été nommé à la clinique pédiatrique de Vienne par Hamburger, qui a été président en 1930 et qui a exercé une politique anti-juive bien avant la prise de contrôle par les nazis de l'Autriche.
Hamburger, Franz de son prénom, a écarté tous les médecins juifs de la clinique et a tenté également d'écarter toutes les femmes de la clinique. Ainsi, Hans Asperger a pu obtenir son premier poste en mai 1931 grâce à la purge, justement, des médecins juifs. Et ça, c'est très important de le retenir parce que ça a influencé tout le reste. Il avait été mis en avant par un historien de la médecine que Hans Asperger n'avait pas beaucoup de publications à son actif qui auraient pu justifier les postes qu'il a pu obtenir autrement que par la purge des Juifs, et ça a été démontré très largement, et c'est désormais une certitude, quand bien même certaines personnes cherchent à le nier, pour permettre de continuer à faire vivre le terme d'Asperger, qui d'ailleurs ne vient même pas de lui. Nous faisons donc un saut en 1940 quand Asperger a obtenu un poste d'expert médical à Vienne, dans lequel il a malheureusement été chargé de diagnostiquer les maladies dites héréditaires et de proposer des stérilisations contraintes dans l'intérêt du programme eugéniste nazi. Eugéniste et donc la suppression de gènes par la castration ou l'envoi en clinique d'extermination, d'où la violence. Il a été établi et il a été prouvé que dans la majorité des cas, Asperger avait porté des jugements beaucoup plus sévères que les autres médecins à l'égard des enfants et des adolescents qu'il a examinés. En 1941, il a décrit le comportement d'un enfant qu'il a recommandé à Am Spiegelground, la clinique d'extermination. Mon allemand est pas ouf. Bref, il l'a décrit comme suit. Donc des troubles sévères de la personnalité, post-encéphalique, donc en supposé, avec un retard moteur très grave, une idiotie hérétique, des crises d'épilepsie, en disant qu'à domicile, l'enfant était un fardeau insupportable pour sa mère, qui doit s'occuper de 5 enfants en bonne santé, et un placement permanent à Spiegelground semble absolument nécessaire. Il est à noter, il est à savoir que cet enfant est mort d'une pneumonie quelques mois après son placement dans la clinique d'extermination. Ces travaux ont provoqué d'énormes dégâts et ils en provoquent encore aujourd'hui, avec l'héritage qu'il y a eu, notamment par l'entrée et la sortie du syndrome d'Asperger, du DSM. Mais revenons un petit peu dans les années 40, puisque en 1943, en fait, Hans Asperger a posé la description de ce qu'il a appelé la psychopathie autistique de l'enfance. Et je précise bien sur l'enfance. Et on pourrait même préciser des enfants nés mal. Il a identifié ces symptômes chez plus de 200 enfants. Il a décrit ça comme justement un manque d'empathie, une faible capacité à se faire des amis, des conversations unidirectionnelles, une forte préoccupation vers des intérêts spéciaux, qu'on pourrait décrire même de spécifiques, et des mouvements maladroits. Donc là, on pourrait éventuellement penser au STEAM dans sa description. Et c'est très problématique car là a été posé des éléments diagnostiques qui ont encore lieu aujourd'hui, qui sont parfois biaisés dans leur approche et qui ont très longtemps écarté les femmes. Schaeffer, qui est auteur du livre Les enfants d'Asperger, et l'historien de la médecine dont je placerai le nom en description du podcast parce que j'ai trop peur d'écorcher son nom. C'est un médecin, un historien en tout cas d'Europe de l'Est, et là l'orthographe j'hésite, bon peu importe, ont estimé que le diagnostic posé par Hans Asperger était sexiste. Certaines personnes ont cherché à le défendre en prétendant que Hans Asperger posait des diagnostics conformément aux préjugés sexistes de l'époque. L'historien de la médecine avait noté que le biais de genre d'Hans Asperger avait conduit à désavantager les filles en matière d'abus sexuels et de précocité. Par ailleurs, Hans Asperger blâmait énormément les victimes de violences sexuelles. Il avait eu à poser le diagnostic d'une adolescente juive de 12 ans, dont Asperger avait dit qu'elle avait agi comme une folle, avait parlé de persécution anti-juive et avait peur. Il avait interprété ces signes de détresse comme des symptômes d'une schizophrénie et avait conclué son rapport de cette manière. Pour son âge et sa race, le développement sexuel est visiblement retardé. Et là, je crois que j'ai rien à ajouter parce que les mots sont assez parlants, cette situation est assez significative de ce que Asperger pensait des femmes d'une manière générale et plus encore de l'idée même de femmes autistes. Et pire quand elles étaient juives parce que voilà, il n'y a rien à rajouter à ce niveau-là. Il est à noter, il est à préciser que les hommes à ce niveau n'étaient pas mieux lotis, puisque les diagnostics posés par Hans Asperger, lorsqu'ils étaient positifs et concluaient justement vers cette psychopathie autistique,
envoyait soit, l'enfant, en clinique d'extermination ou soit l'envoyait vers la castration pour la politique d'eugénisme nazi. Sa position vis-à-vis des stérilisations forcées peut, se synthétiser de cette manière en le citant directement. Tout comme le médecin doit souvent faire des incisions douloureuses pendant le traitement des individus, nous devons également pratiquer des incisions sur le corps national. Par sens des responsabilités, nous devons nous assurer que les malades qui transmettent leur maladie aux générations lointaines au détriment de l'individu et du volk soient empêchés de transmettre leur matériel héréditaire malade. Et là, je cite Hans Asperger. Les travaux de Hans Asperger et leur contexte de développement sont tombés dans l'oubli et ils ont été retrouvés uniquement dans les années 1980 par une pédopsychiatre qui s'appelait Lorna Wing qui, elle, par contre, a fait beaucoup pour les autistes et la progression des recherches sur l'autisme. Cependant, il reste quand même à préciser qu'elle avait cité la première fois le syndrome d'Asperger dans un article en 1981 qui était intitulé comme suit un compte-rendu clinique du syndrome d'Asperger. Et elle avait remis en question le modèle précédemment accepté de l'autisme qui avait été présenté par Léo Kanner. Et donc, pour elle, le syndrome d'Asperger faisait face au modèle d'autisme de Kanner, distinguant ainsi deux types d'autistes à cette époque-là, à ce moment, et ce qu'elle avait dit regretter par la suite. Et ça, c'est important de le noter. Petite parenthèse importante pour la suite, au moment où Lorna Wing a proposé l'inclusion du syndrome d'Asperger dans les diagnostics d'autisme, les informations qui étaient relatives à la collaboration de Hans Asperger avec les nazis n'étaient pas connues. Au moment où le syndrome d'Asperger est arrivé dans les outils diagnostiques, et notamment dans le DSM-4, ça a permis tout de même l'inclusion de beaucoup d'autistes dans le diagnostic qui auraient été exclus en se conformant uniquement au modèle de Kanner. Par contre, cela a provoqué de grosses inégalités et a créé une énorme stigmatisation qui est encore présente dans l'imaginaire actuel et qui est portée la plupart du temps avec les médias. Comme quoi, il y aurait deux autistes, un qui s'adapte facilement à la société, l'autisme d'Asperger, le syndrome d'Asperger, et l'autre qui est l'autiste, qui serait l'autisme de Kanner. Donc le syndrome d'Asperger ne serait pas un autiste. L'autiste, lui, serait forcément avec déficience intellectuelle et forcément non-verbale. Et ça a été notamment mis en place par l'apparition du syndrome d'Asperger et de toute la stigmatisation que ça a entraîné. Même si à ce moment-là, il faut reconnaître que le syndrome d'Asperger et son arrivée ont permis d'inclure des autistes dans le diagnostic d'autisme et de pouvoir outiller, en tout cas, toutes les personnes qui souhaitaient aller plus loin que ça et pas se poser uniquement sur le syndrome d'Asperger ou ASPI, etc. Je vais me permettre de faire un tout petit focus sur Lorna Wing, qui a retrouvé les travaux de Hans Asperger en 1981. C'est elle la créatrice du terme du syndrome d'Asperger qui n'existait pas au moment où Asperger a créé ses articles. Et c'est elle également qui a mis en place les éléments de diagnostic qui ont permis l'entrée du syndrome d'Asperger dans le DSM-4. Il s'agissait à ce moment-là de troubles des interactions sociales, de troubles de la communication sociale, de comportements répétitifs et restreints. Donc, ces éléments diagnostiques, qui sont issus d'observations cliniques, ont permis l'entrée du syndrome d'Asperger dans le DSM-4 en 1994, comme je l'ai dit un petit peu avant. C'est elle qui a organisé son entrée dans le DSM, mais c'est également elle qui a contribué à sa sortie du DSM. Elle avait d'ailleurs signalé qu'elle avait regretté d'avoir mis en place ce syndrome d'Asperger, ou en tout cas, selon ses termes, vu qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas son passé nazi et elle ne savait pas non plus que ça allait créer une telle stigmatisation ou une telle division entre différentes catégories d'autisme dans la croyance populaire. Le syndrome d'Asperger est sorti en 2015 du DSM avec l'arrivée du DSM-5 qui a posé le diagnostic de troubles du spectre autistique. Les diagnostics qui ont été posés avant peuvent parfois porter l'appellation syndrome d'Asperger, et ce serait bien, ce serait profitable pour tout le monde que les gens se mettent à jour d'une manière générale, car 2015, ça commence à sérieusement dater. Le syndrome d'Asperger a donné un tout atteint de terminologie qui permet d'éviter le mot autiste, le mot autisme, comme une désignation de soi. Syndrome d'Asperger, Asperger, Aspi, bref, tout un tas de dérivés qui permettent d'éviter et de continuer à stigmatiser et à différencier les autistes entre eux, et c'est une grave erreur. Le trouble du spectre autistique, ou en tout cas le spectre autistique, est un terme beaucoup plus collant à la réalité,
et on peut tout simplement utiliser le terme autiste ou autisme qui n'est pas stigmatisant, mais qui permet d'être beaucoup plus généraliste, beaucoup plus inclusif et d'éviter toute stigmatisation et toute séparation entre des soi-disant différents types d'autisme. Dans l'imaginaire collectif, le syndrome d'Asperger est confondu souvent avec l'autisme de haut niveau de Kanner. Donc certains se décrivent comme Asperger, donc autiste de haut niveau, alors que l'autiste de haut niveau a été mis en place par Kanner comme étant un autiste avec un haut niveau de fonctionnement, un haut niveau d'autonomie. Le problème de cette terminologie, syndrome d'Asperger, Asperger ou Aspi, c'est qu'il a été popularisé et repris très largement par les médias et par l'imaginaire collectif et notamment la télévision dans les séries. L'Asperger ne serait pas un autiste comme les autres, ce serait un autiste qui serait simplement beaucoup plus intelligent. Et c'est complètement faux. On peut effectivement avoir un haut niveau intellectuel, mais par contre ne pas être autonome ou ne pas être autonome sur tous les points. L'idée de spectre est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus pertinente. L'idée d'un autisme différent de l'autisme de Kanner, ou en tout cas d'autisme différent, d'autiste différent, c'est problématique car c'est stigmatisant. Ça évite l'inclusion et ça provoque certaines dérives. D'ailleurs, en parlant de dérives, dans l'introduction, j'ai prononcé le terme d'aspi-suprématie. Et là, il ne s'agit pas d'une super marque d'aspirateur, d'un truc qui serait vraiment top en matière d'électroménager. Non, l'aspi-suprématie ou l'aspi-suprémacisme, c'est une idéologie qui pue un petit peu. C'est une idéologie qui est suivie par certains autistes, et le problème, c'est que quand je dis certains, c'est de plus en plus, qui vont se dire comme Asperger et pas autiste, et qui vont rejeter une partie des autistes et les droits que ces autistes ont, et vont se considérer comme une évolution supérieure de l'humanité neurotypique. Ils vont également se considérer comme supérieurs des autistes non-verbaux, car pour eux, les autistes non-verbaux ne sont jamais des Asperger et ne sont jamais cette soi-disant classe supérieure, évolution supérieure de l'humanité. Et ça, c'est extrêmement problématique, c'est extrêmement dangereux, car toutes les idéologies qui cherchent à se placer au-dessus des autres, toutes les idéologies qui cherchent à attiser la haine et qui empêche l'inclusion est problématique. En France, le problème, c'est que ça existe. Il y a un salon qui existe, qui s'appelle les Aspi Day, qui a eu lieu là, le dernier, il me semble, en 2022, qui est un salon de suprémacistes autistes. Donc des soi-disant Asperger supérieurs, évolués par rapport au reste de l'humanité, comme une évolution supérieure. Et le problème, c'est qu'on le retrouve entre les lignes, cette idéologie portée par l'auteur du livre Autisme, j'accuse, qui se décrit comme étant autiste, qui avant, soi-disant, n'était pas verbal, mais qui par contre parle d'intelligence autiste et pas de pensée autistique, et la décrit comme étant supérieure au reste, comme un stade supérieur d'évolution, et a des propos un peu dérangeants dans son bouquin. Je conseille de le lire, ou en tout cas certaines parties, parce que c'est assez significatif, surtout à cause de la visibilité que cette personne a dans les médias. Et c'est pour ça que je ne le citerai pas, parce qu'il a déjà assez de visibilité. Je considère désormais que j'ai fait suffisamment le tour en matière d'argumentaire, et je présenterai quelques sources dans la description du podcast. Je considère personnellement, mais j'espère que c'est un propos partagé, que le syndrome d'Asperger et que le terme d'Asperger d'une manière générale doit impérativement tomber dans l'oubli, ou en tout cas doit être gardé dans des bouquins d'histoire, d'histoire de la médecine, d'histoire de la psychologie, mais ne doit plus être utilisé dans les médias, dans l'imaginaire commun et par les autistes eux-mêmes. Parce qu'il faut pouvoir évoluer et plutôt vers un système de neurodiversité et pas de neuroatypie neuroatypique, puisque même si notre mode de fonctionnement apporte des choses au typique en matière de perception, en matière de réflexion et de traitement de l'information, les neurotypiques et leur perception du monde est majoritaire, et en plus de ça, elle nous est nécessaire. On a besoin de personnes qui nous permettent de filtrer, qui nous permettent de canaliser, et qui nous forcent à être pédagogues avec ces personnes-là quand elles le méritent. Quand bien même notre communauté autistique soit souvent effectivement stigmatisée. Les choses avancent, avancent doucement, et elles avanceront grâce aux autistes eux-mêmes lorsqu'ils s'exprimeront sur le sujet de manière ouverte, de manière inclusive. Et voilà. Certaines questions se posent naturellement au regard de tous les éléments que j'ai pu apporter et de tous les éléments qui existent d'une manière générale.
La distinction entre les autistes est-elle pertinente? Puisqu'on dessine souvent, même à l'heure actuelle, les autistes comme étant légers, modérés ou sévères, alors que ces termes n'existent pas dans le DSM. On parlera effectivement beaucoup plus d'autistes de niveau 1, 2 et 3, mais ces éléments seront basés sur de l'autonomie, sur un besoin impératif d'assistance pour la vie, pour le tous les jours, une autonomie qui n'existe pas ou quasiment pas, à une autonomie qui peut être réelle dans la vie sur la majorité des aspects, hormis éventuellement les gros aspects de difficulté, qu'ils soient sociales, qu'ils soient, au niveau de l'administration, et cetera. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a souvent confusion entre les comorbidités, dont la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle n'est pas due à l'autisme. Elle se trouve en plus, elle se trouve en surcouche qui vient compliquer les choses, qui vient compliquer l'apprentissage, qui vient compliquer l'autonomie, mais il existe des déficients intellectuels neurotypiques. Et être déficient intellectuel ne fait pas de la personne un autiste, et tous les autistes, par extension, ne sont pas déficients intellectuels. Et on le voit au quotidien, enfin, je le vois dans mon quotidien. Bon, peu importe, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Hem, Distinguer, c'est éviter les questions de fonctionnement, en fait, et c'est ça qui est problématique. On va dire que, c'est parce que cette personne est autiste, cette personne n'est pas verbale, qu'elle ne communique pas, par exemple, et ça évite de se poser de véritables questions ou de poser, des véritables faits, des véritables approches qui ne seraient pas biaisées sur les différences de fonctionnement qui sont dues aux différences structurelles en termes de perception sensorielle, en termes de traitement de l'information en général. Cette distinction qui est faite entre les autistes et les confusions qui sont faites au niveau des comorbidités, empêche en fait les évolutions qui vont être nécessaires aux neurotypiques et va forcément ralentir, la pédagogie qu'on peut faire, la sensibilisation qu'on peut faire quand il s'agit de véritables sensibilisations. Car ça fait porter sur le dos des autistes, l'adaptation, et on sait que ça nous épuise, ça provoque de l'anxiété, ça provoque des burn-out, ça provoque des crises, car, devoir supporter, devoir, cacher, provoque inévitablement les surcharges. Et là, il faut revenir sur l'épisode un petit peu avant où je décris le contexte, d'une crise autistique, et ça, c'est important pour tout le monde. Je l'avais dit dans certaines vidéos et on le voit parfois dans certains écrits, les neurotypiques ont une perception linéaire, ce qui va les rassurer, et donc ils ont besoin de voir cette distinction, entre les autistes. Ça crée des catégories, ça crée des cases dans lesquelles nous ranger, ça crée, justement un traitement linéaire biaisé de l'information. Il est autiste, donc il fait des crises. Il est autiste, il est hypersensible sensoriel, donc il fait des crises. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Là, ça rend la compréhension qui est effectivement beaucoup plus difficile pour eux lorsque nous, on cherche à faire de la sensibilisation, mais elle est nécessaire. Et pour le coup, notre sensibilisation, elle doit impérativement être inclusive pour pouvoir traduire ce que nous, on ressent, et leur offrir à eux les éléments et de compréhension et de communication qui seraient pertinents avec nous. Et donc forcément, c'est un travail qui se fait dans les 2 sens. Si on crée des catégories, d'un côté les Asperger, de l'autre côté les autistes, ça facilite vachement le travail, pour les neurotypiques qui ne veulent pas évoluer. Il y a les Asperger d'un côté qui sont ultra intelligents, c'est des génies, des médecins, des choses comme ça. Elon Musk, peu importe. Et les autistes qui vont être, très stigmatisés de l'autre côté, qui vont être déficients intellectuels, qui vont, être non-verbales et qui pour eux ne communiquent pas parce qu'ils sont non-verbales, alors qu'on le sait très bien, le verbal n'est pas le seul mode de communication, encore moins en 2023. Enfin bref, ça stigmatise. De toute façon, dès qu'on crée des catégories, dès qu'on crée des classes, forcément, on stigmatise. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Je spoil un petit peu pour le reste, mais c'est valable pour toutes les catégories. Vous l'aurez bien compris au travers de ce podcast, il faut en finir avec le terme Asperger et tous ses dérivés. Et pour terminer, je ferai une ode à une véritable évolution, une véritable inclusion. Il est à mon sens complètement impératif de se servir des personnes concernées pour pouvoir avancer, que ce soit dans la recherche ou dans la sensibilisation, et plus encore dans les médias. Il est impératif de mettre en avant les connaissances les plus récentes issues des avancées scientifiques. Et là, je vise très clairement les personnes issues de la psychanalyse, qui est très dommageable pour les autistes et qui est très dommageable pour pouvoir avancer correctement. Ce n'est jamais la faute du parent,
qu'elle soit, une mère frigo, comme décrit les psychanalystes, ou qui est traumatisée pour provoquer l'autisme, soi-disant. Comme certains journaux qu'on voit qui établissent qu'il était autiste quand il était enfant, mais il est sorti de l'autisme quand il était adulte. Voilà, et là je vise très clairement l'auteur de «J'accuse» et l'article du Figaro qui en parlait, qui prétendait qu'il était devenu un adulte normal après avoir été autiste non-verbal enfant. Peu importe, petite parenthèse. Il est, complètement nécessaire de mettre en avant la, neurodiversité, car il s'agit très clairement d'un apport réciproque. Un apport réciproque de perception, de compréhension et de traitement de l'information. Ce que l'on peut apporter aux neurotypiques, eux peuvent nous apporter autre chose en comparaison et en retour. Nous sommes tout simplement autistes. Nous sommes juste autistes et nous sommes simplement autistes. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, notamment par l'outil, de commentaires oral sur Spotify et à venir vous abonner à mon compte TikTok, sauf si vous venez déjà de TikTok, en tout cas restez-y. N'hésitez pas à commenter, à participer, à m'apporter vos témoignages et à m'écrire, sur mon mail directement si vous avez des questions à me poser ou, des participations que vous voulez faire et voilà, n'hésitez pas dans tous les cas. Au revoir et à bientôt.